Paul Biya n'est pas revenu gouverner le Cameroun, il ne le gouverne plus depuis très longtemps. Il est revenu contrôler du mieux qu'il peut le moment où la mort va le surprendre. Et il veut que ce soit à Yaoundé, soit en Gomeka. Et toutes nos analyses nous disent jusqu'ici que Biya est décidé à nommer ni plus ni moins que son propre fils, Franck Emmanuel Biya, dans les fonctions de vice-président de la République. Paul Biya ne veut surtout pas que des militaires entrent dans sa chambre médicalisée, se saisissent de lui et le mettent en résidence surveillée. Ça, c'est la scène que Paul Biya a organisée toute sa vie pour ne jamais vivre. Maintenant, qu'est-ce que le peuple camerounais peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire dans cette situation? Le clan des Biyas a montré son incapacité à gouverner le Cameroun dans l'intérêt du Cameroun. Le peuple camerounais n'a aucun intérêt à laisser la famille Biya confisquer le pouvoir. Le Cameroun, l'Afrique et le monde ont assisté à une énième scène ubuesque. Hier, jeudi 20 août 2026, au Cameroun. Sur l'aéroport de Yaoundé-Simalène est rentré hier un homme dont la présence au Cameroun depuis plusieurs années équivaut parfaitement à l'absent. Monsieur Biya Paul Barthélémy Bimvondo. Nous avons assisté hier à une énième scène honteuse, rocambolesque, piteuse, pitoyable, une humiliation de l'intelligence collective des Camerounais. La scène du retour de l'homme inutile, de l'homme utilisé, de l'homme instrumentalisé, de l'homme marionnette, qui fait office de président de la République du Cameroun. Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Pourquoi je dis que nous avons assisté à un énième retour insignifiant? Je dis que c'était un retour insignifiant parce qu'en son absence, le Cameroun fonctionnait comme il fonctionne actuellement. Et malgré sa supposée présence, le Cameroun continue à fonctionner comme il fonctionnait pendant son absence. Voilà pourquoi je dis que ces départs et ces retours sont des opérations à somme nulle. Pourquoi? Parce que cet homme âgé, cet homme qui fait son âge, cet homme qui fait les maladies de son âge, n'est plus depuis plusieurs années en aptitude d'exercer le pouvoir d'État. Il est utilisé par sa femme, par son secrétaire général, par les généraux qu'il a à l'origine mis en position d'exercer le pouvoir. Il est utilisé par son clan qui exerce depuis plusieurs années le pouvoir en l'utilisant comme marionnette et comme prête-nom. C'est ce que nous avons appelé dans la communication des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, l'ILIPAC, dont je suis le serviteur leader national, les Biyas. Ce n'est pas Paul Biya qui gouverne ou qui plutôt administre le Cameroun depuis plusieurs années, ce sont les Biyas, c'est-à-dire le clan que Paul Biya a constitué par ses nominations qu'on trouvait et qui maintenant est devenu en réalité le preneur d'otages de Biya, Biya otage de son clan, qui à travers lui exerce la réalité du pouvoir pendant même qu'il se réfugie derrière la loque humaine que le vieillard est devenu, derrière la personne physiquement dégradée et psychiquement instable que le vieillard est devenu. Et je ne dis pas ici cela pour flétrir la vieillesse, j'ai quand même 54 ans et j'ai commencé la dernière partie de ma vie dans le siècle, je sais déjà quelque part ce que c'est que vieillir. Non, il s'agit ici de souligner en réalité un outrage à la pudeur qui se poursuit sous les yeux des Camerounais. Il s'agit de souligner un scandale qui se perpétue sous les yeux des Camerounais, celui d'une oligarchie, d'un clan, qui a pris le Cameroun en otage et qui a transformé celui même qu'il a nommé, celui même qu'il a fabriqué en premier otage de sa volonté de confisquer le pouvoir à la tête du Cameroun. Comment je vais analyser le retour insignifiant de Biya Paul à Yaoundé? Je vais l'analyser en 3 points. D'abord, qu'est-ce qu'on a vu? Le deuxième point, ça sera que faut-il comprendre de ce qu'on a vu? Et le troisième point, ce sera que faut-il faire pour libérer le Cameroun de cette imposture? Car j'établirai une fois de plus que c'est une imposture. D'abord, qu'est-ce qu'on a vu? On peut résumer ce qu'on a vu en disant qu'on a vu une main de Paul Biya débordant de la vitre arrière droite de son véhicule. Voilà ce qu'on a vu. Tout le reste qui a été montré aux Camerounais, ce sont des images composées avec les anciennes images des arrivées de Paul Biya à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une main de Paul Biya, la main droite. Cette main de Paul Biya a été astucieusement sortie au-dessus d'une portière dont la vitre n'a été baissée qu'à moitié. C'est ce qu'on a vu. Avec la perspicacité des caméras, on a pu voir à travers la vitre le visage du vieillard. Qu'est-ce qu'on a vu? La main qui a été montrée est l'une des mains les plus maigres que Paul Biya ou n'importe quel autre dirigeant camerounais ait jamais présenté devant le peuple. C'est une main amaigrie. C'est une main osseuse. C'est une main cadavérique que Paul Biya a montrée. Je vous demande de regarder l'image zoomée de la main de Paul Biya qui est disponible sur ma page Facebook. Cette main témoigne d'un homme profondément malade, un homme profondément amaigri, un homme décharné, un homme squelettique. Qu'est-ce qu'on a vu? Ce qu'on a vu, c'est le visage de Paul Biya transparaissant sous le scanner des meilleures caméras, sous les vitres fumées. Et quel est le visage qu'on a vu? Un visage osseux, un visage d'un vieillard en souffrance, un vieillard qui serre les dents, un vieillard qui est rongé par une douleur intérieure, par la progression inexorable d'une maladie de son âge. Une fois de plus ici, cette description n'a pas pour but de se moquer de l'âge, ni de se moquer de la vieillesse. Cela est contraire à ma morale. Cela est contraire à notre tradition. Il ne s'agit pas de se moquer de l'âge ou de la vieillesse, car nul ne sait dans l'absolu comment lui-même va vieillir. Se moquer de l'âge ou de la vieillesse, c'est d'une manière ou d'une autre se moquer de soi-même et se moquer de ses propres parents. Ma communication n'a pas à être interprétée comme une moquerie envers l'âge ou la vieillesse. Mais je suis en train de décrire ce que nous avons vu. Le visage de Paul Biya qui transparaît lorsqu'on zoome sur la vitre fumée
qui avait été à moitié baissé. De sa portière de voiture droite est un visage d'un homme profondément émacié, un homme qui a perdu beaucoup de son sang, un homme sans énergie, un homme rabougri, rapetissé, un homme entassé sur lui-même, un homme vidé de ses forces. Le visage de Paul Biya est un visage figé, un visage cadavérique avec les lèvres pincées. Les lèvres pincées qui sont typiques de l'homme qui manque de souffle, l'homme qui manque d'oxygène. C'est ce qu'on a vu. On a vu un Paul Biya incapable de se montrer marchant de l'avion dont il est sorti vers le pavillon présidentiel de l'aéroport de Yaoundé-Simalé. Pourquoi les marionnettistes, ceux qui utilisent Paul Biya pour exercer le pouvoir, ont-ils choisi de ne pas le montrer? Ils ont choisi de ne pas le montrer parce qu'il est manifestement incapable de marcher. S'il était capable de marcher, on l'aurait montré descendant d'avion, accueilli au pied de la passerelle de son avion par le Premier ministre et les autres autorités institutionnelles de son régime. C'est parce qu'il est incapable de marcher qu'on a dû utiliser une poulie de levage, un ascenseur spécial, pour le recueillir au sortir de l'avion et le glisser dans son véhicule. D'où il faut faire l'hypothèse que ces derniers temps, et notamment depuis l'accident vasculaire cérébral qu'il a dû connaître le 20 mai 2026 lors de la fête nationale du Cameroun, M. Biya doit en réalité ne plus jouir du contrôle d'une partie de son corps. Il a probablement maintenant des difficultés à se mouvoir sans machine, c'est-à-dire sans fauteuil roulant, sans béquille ou sans une personne sur laquelle il puisse s'adosser. Voilà ce qu'on a vu. Un homme qui ne peut pas marcher, un homme qui ne peut pas se montrer debout, un homme qui ne peut pas rester debout à l'équilibre. Quand un chef d'État rentre dans son pays, après plus de 70 jours d'absence, l'un des rituels républicains incontournables, c'est la présentation du drapeau et des couleurs. Si Paul Biya était en capacité physique, il se serait tenu devant le drapeau camerounais pour que l'hymne national lui soit joué et que l'armée lui rende ses honneurs avant d'aller au pavillon présidentiel et du pavillon présidentiel monter dans son véhicule après avoir salué quelques poignées de main de ces Camerounais triés sur le volet parmi ces derniers partisans qui l'attendent. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un président qui ne gouverne plus. Nous avons vu un président moribond. Nous avons vu un président cachexique, comme le diraient les médecins. Un président ossifié, un président momifié, un président sans chair, dont la chair quitte les os. C'est ce que nous avons vu. Alors, tout naturellement, la direction du cabinet civil de la présidente de la République du Cameroun a voulu enfumer les gens, en essayant d'utiliser des anciennes images de Paul Biya pour donner l'illusion de montrer la scène du 20 août. Non, tout ce qui est publié sur les médias officiels camerounais ne correspond pas aux images de la scène du 20 août. Ce sont des remakes, ce sont des montages d'anciennes images. Le 20 août, le vieillard que nous avons vu sortir sa main amaigrie, sa main osseuse, sa main cadavérique, le vieillard dont nous avons vu le visage osseux, ossifié, les lèvres pincées, le souffle difficile, ce vieillard-là ne s'est pas montré au Cameroun. Il n'est pas sorti. Il n'a pas marché de son avion. Il n'a pas accepté, il n'a pas été capable du moins de recevoir les honneurs de l'armée. Il n'a pas salué la foule. Il n'a pas fait face au peuple camerounais debout. Ce que nous avons vu, c'est un homme réduit à sa plus stricte expression physique. Maintenant, on passe à la deuxième partie de notre analyse de cette affaire. Mais pourquoi, diantre, ont-ils refusé de nous montrer complètement Paul Biya? Ils ont refusé de nous montrer complètement Paul Biya, je veux dire donc sa femme, ses proches collaborateurs, etc., ceux qui tiennent réellement le pouvoir au Cameroun et qui gouvernent à travers ce monsieur. Ils ont refusé de le montrer pour qu'on ne voit pas avec évidence que ce n'est plus lui qui gouverne le pays depuis longtemps. Voilà la vraie raison. Ils ont refusé de zoomer sur le visage de Biya. Ils ont refusé de le montrer incapable de se lever. Ils ont refusé de le montrer sur sa chaise roulante. Ils ont été incapables de le montrer paralysé par la maladie. Et une fois de plus, nous ne nous moquons ni de la paralysie ni de la maladie, mais nous décrivons la situation. Ils ont refusé de le montrer parce qu'en réalité, utiliser Paul Biya est la condition du fonctionnement de leur stratagème de capture de l'État du Cameroun. Donner l'impression que Paul Biya est encore opérationnel est l'une des conditions pour que le clan des Biyaz continue à tenir le Cameroun. Donc, ils utilisent Paul Biya jusqu'à la dernière goutte de sang, à la dernière goutte de sueur, à la dernière goutte de larmes de ce monsieur. Chantal Biya, Ferdinand Ngongo, Mvondo Ayolo, toute la bande de généraux corrompus, accroupis, qui encerclent Paul Biya, gouvernent et administrent le Cameroun en utilisant leur ancien chef, en réalité comme une marionnette, comme un hochet, comme un voile, comme un masque, pour trahir, pour tromper la vigilance des Camerounais sur le fait que la transmission, clanique du pouvoir a déjà eu lieu. Le refus de montrer la réalité de l'incapacité de Biya aux Camerounais fait partie de la stratégie de confiscation de pouvoir au détriment du peuple camerounais. Que tout le monde le comprenne bien. Maintenant, je viens au troisième point. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Paul Biya, gravement malade? Et on peut faire l'hypothèse à l'âge auquel est Paul Biya, quelles sont les maladies qui peuvent tourmenter un homme de son âge? Nous les connaissons. La nosographie des personnes âgées masculines est connue. Il a fait un malaise le 20 mai 2026. On doit supposer qu'il a fait un accident de type vasculaire.
Les accidents vasculaires cérébraux se traduisent souvent par la paralysie de tout ou partie du corps. Premier type de maladie qui peut expliquer son incapacité à marcher. Deuxième type de maladie de cet âge-là, pour nous les hommes, tout le monde le sait, c'est la prostate. C'est le célèbre cancer de la prostate qui, pour les personnes âgées masculines, a ce pouvoir en effet de vider le corps masculin de tous ses muscles, de le vider de son sang, de le vider de sa force et d'achever les hommes âgés en les prostrant dans leur lit. Donc Paul Biya, tel que nous l'avons vu, et j'ai consulté plusieurs de mes amis spécialistes de médecine, a le portrait, il a le phénotype typique de quelqu'un qui a connu un accident vasculaire cérébral et de quelqu'un qui développe probablement, je ne dis pas certainement, qui développe probablement un cancer avancé de la prostate. Rien de tout cela n'est surprenant à l'âge auquel il est rendu, soit pratiquement 94 ans. Ce sont les maladies de la vieillesse. Donc, Chantal Biya, Ferdinand Ngongo, les généraux des forces spéciales de la garde présidentielle, tous ces gens-là qui exercent la réalité du pouvoir au Cameroun, ne veulent pas qu'on sache que celui au nom duquel ils exercent ce pouvoir ne l'exerce plus lui-même. Toute la scène d'occultation, toute l'opacité qui a présidé au retour de Biya à Yaoundé a pour but de cacher cela aux Camerounais. Et nous disons aux Camerounais de voir cela. C'est Chantal Biya, ce sont les commandants du CEMIL, de la CEMIL, les commandants de la garde présidentielle, le chef d'état-major, le délégué général de la sécurité nationale, les chefs des renseignements généraux, les commandants du BIR. Ce sont ces gens-là qui tiennent actuellement le Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya. C'est le clan Biya qui tient actuellement le Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya. Ils essaieront peut-être de le montrer assis dans un fauteuil dans les prochaines heures. Ils essaieront de le montrer en cachant soigneusement éventuellement son fauteuil roulant dans les prochaines heures. Ils essaieront de simuler un Paul Biya qui serait en forme en organisant de brèves cérémonies où ils tenteront de bénéficier de sa brève lucidité. Que cela ne trompe plus les Camerounais. Ce n'est pas Paul Biya qui exerce le pouvoir. Il en est physiquement incapable. Donc allons à la troisième partie de notre analyse. Que va-t-il se passer? Écoutez, le président Biya a insisté. Il a manifestement insisté pour être ramené au Cameroun. Parce que lui, personnellement, il n'a qu'un seul problème. Il veut mourir au pouvoir, mais pas n'importe où. Pas en Suisse. Il veut mourir au pouvoir chez lui, en Ngomeka, au Cameroun. Pourquoi Paul Biya tient-il à ce que la mort vienne le trouver chez lui, en Ngomeka, au Cameroun? La raison est toute simple. Premièrement, c'est parce qu'il sait que lui, il a empêché son prédécesseur, Amadou Barbatoura Ahidjo, d'être enterré au Cameroun. Quand celui-ci est mort en exil en 1989 à Dakar, au Sénégal, la famille d'Ahidjo a sollicité le gouvernement camerounais, la présidence de la République, sollicité Paul Biya afin de permettre l'organisation des obsèques nationales de celui qui a été présenté comme le premier président de la République bananière du Cameroun. Paul Biya a opposé une fin de non-recevoir à cette demande. Les meilleures versions de cette affaire disent que Paul Biya aurait dit que l'on peut ramener le corps d'Ahidjo et immédiatement l'enterrer, mais qu'il n'y aura aucune cérémonie nationale pour Ahidjo. Parce qu'Ahidjo avait tenté par ses partisans de renverser le pouvoir Biya à partir de 1983. Paul Biya a juré ses grands dieux qu'il ne lui rendra jamais les honneurs dus à son rang. Voilà comment le corps du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, gît au cimetière de Dakar et Yoff. Or, ce que tu fais te fait. Et Paul Biya est habité par la peur que la mort le surprenant à l'étranger, des événements se précipitent au Cameroun qui vont empêcher le retour de son corps et qui lui ferait subir ce qu'il a fait subir à son prédécesseur, un enterrement urbi et orbi à l'étranger. Voilà pourquoi, bien qu'il soit relativement conscient de la gravité et de la progression de sa maladie qui l'empêche maintenant de marcher, de se lever, de fournir des efforts physiques intenses, sa maladie qu'il a vidée de ses muscles et qui fait que vous voyez cette main de cadavre qu'il a sortie par la fenêtre, Paul Biya tient à contrôler la dernière chose qu'il veut contrôler, le lieu de sa mort. Il veut que ce soit dans sa chambre médicalisée au Palais de l'Unité ou dans sa chambre médicalisée dans sa résidence de Ngomeka au Cameroun. Et c'est pour cela qu'il est rentré. Je vous le dis, sans le moindre risque de me tromper, l'homme qui est rentré a tout fait pour faire respecter sa dernière volonté. Je l'imagine disant ceci à ses proches: mon cancer est avancé, le choc vasculaire cérébral que j'ai subi le 20 mai va normalement revenir, il va y avoir une récidive. Je ne veux pas mourir ici à Genève. Ramenez-moi chez moi, faites venir mes médecins, faites veiller autour de moi la meilleure équipe possible pour me soulager, mais je veux que la mort me trouve chez moi. Ça, c'est la raison pour laquelle il est revenu. Paul Biya n'est pas revenu gouverner le Cameroun, il ne le gouverne plus depuis très longtemps. Il est revenu contrôler du mieux qu'il peut le moment où la mort va le surprendre. Et il veut que ce soit à Yaoundé, soit en Ngomeka. Et il veut, deuxième chose, bénéficier des obsèques nationales qu'il a refusées à Ahidjo. Comme il veut justement bénéficier des obsèques nationales qu'il a refusées à Ahidjo, Paul Biya va devoir accélérer la mise en place de son plan de succession monarchique. Il va donc, dans les prochains jours, son clan va être obligé de publier le décret qui nomme le soi-disant vice-président de la République, supposé assurer l'intérim de la présidence de la République en cas de vacance du pouvoir qui peut avoir lieu dès lors qu'il y aurait un décès du président de la République sortant. Comme Paul Biya sait que la mort le guette à très court terme,
il faut prévoir dans les prochaines heures la sortie du décret qui nomme le vice-président de la République. Et toutes nos analyses nous disent jusqu'ici que Biya est décidé à nommer ni plus ni moins que son propre fils, Franck Emmanuel Biya, dans les fonctions de vice-président de la République. La réforme du commandement des armées du Cameroun, à laquelle le clan a procédé, a pour but de placer les hommes de Franck. Et il y a certes une résistance à l'intérieur de l'appareil d'État contre ce plan de succession monarchique. Et on sait que cette résistance vient en partie de la première dame, Chantal Vigourou Biya, qui aimerait plutôt placer un homme qu'elle contrôle que de placer son beau-fils. Le fils de la première femme de Paul Biya, Jeanne Irène Biya, disparue dans des conditions obscures en 1991. Donc il y a un duel. Mais le clan va être obligé d'accélérer le programme. Pour que la mort de Biya ne surprenne pas le clan va être obligé de publier le décret nommant un vice-président de la République. Et à partir du moment où ce décret aura été nommé, ce décret aura été publié, la bataille pour le contrôle du pouvoir entre les ailes rivales du clan va éclater. Je vous donne les séquences. Paul Biya sent qu'à tout moment, le dernier souffle lui sera donné. Il a donc, dans les prochaines heures, obligation de sortir le décret. Les plus de 70 jours qu'il a passés à Genève ne sont pas 70 jours de plaisance, ne sont pas 70 jours pour s'amuser. C'est 70 jours pendant lesquels il a tout fait pour sauver son souffle de vie. Il a tout fait pour avoir assez de souffle pour pouvoir monter dans un avion et rentrer en Ngomeka, mourir. Oui, il fut un temps où pour beaucoup en Afrique, le grand rêve c'était de voir Paris et mourir. Mais pour Paul Biya, quand il était à Genève, le grand rêve c'était de voir Ngomeka et mourir. Et c'est ce rêve qu'il est en train d'accomplir. Il ne veut rien d'autre qu'être au maximum entre Yaoundé et Ngomeka, mourir, avoir des obsèques nationales et basta, il s'en bat les baskets de ce que le Cameroun devient après. Il ne veut pas voir la guerre successorale de son vivant. Et voilà pourquoi ils vont être obligés, pour éviter une mauvaise surprise, d'anticiper, parce qu'il n'était pas pressé de nommer le vice-président. Il n'était pas pressé de le nommer, parce qu'en le nommant, par là même, il annonce qu'il n'est plus le président. Il n'était pas pressé de le nommer, parce qu'en le nommant, la guerre successorale pourrait éclater alors qu'il est encore vivant. Ce qui expose le vieillard à une humiliation. Paul Biya ne veut surtout pas que des militaires entrent dans sa chambre médicalisée, se saisissent de lui et le mettent en résidence surveillée. Ça, c'est la scène que Paul Biya a organisée toute sa vie pour ne jamais vivre. Donc, pour lui, il faut, dans tous les cas, que tout ceci se passe quand il aura disparu. D'où le fait qu'il ne fasse que décaler le moment de la sortie du décret nommant son fils. Car en fait, il attend la mort. Selon le plan qu'ils ont manifestement mis en place, quand Paul Biya rendra définitivement son dernier souffle, parce qu'il a commencé à le rendre, on va publier le décret. On devait alors publier le décret qui nomme son fils. Et puis laisser 1 ou 2 journées avant de venir à la télévision dire qu'on informe les Camerounais de la mort de Paul Biya et leur dire que désormais, c'est son fils, Franck Emmanuel Biya, qui assume les fonctions de président de la République en sa qualité de vice-président de la République, nommé par décret quelques jours plus tôt. Leur plan idéal, ça serait que la mort de Paul Biya, la mort effective de Paul Biya, soit décalée de 2 ou 3 jours au niveau de l'annonce, le temps de publier le décret qui nomme Franck vice-président. Une fois que ce décret est publié, et notamment publié au journal officiel, à ce moment, on vient informer les Camerounais que Paul Biya est décédé, et dès lors, automatiquement, Franck Biya devient le président de la République. Ça, c'est le plan idéal qu'ils ont mis en place, que Biya a mis en place. Ce plan suppose que Biya meurt d'abord. Et ensuite, on simule la nomination de son fils avant sa mort, par simulation. Il sera déjà mort, et on va simuler la nomination de son fils, comme si elle avait eu lieu de son vivant. D'accord? Mais maintenant, ils sont embêtés dans ce plan. Ils sont embêtés parce que, justement, la mort pourrait surprendre Paul Biya. Et les gens pourraient savoir que Paul Biya est mort avant que le décret nommant son fils sorte. Voilà pourquoi Paul Biya, de retour, son clan de retour, se prépare à assumer le fait de nommer le vice-président du vivant du président, au vu et au su de tous. Ils vont tout faire pour montrer que Biya est encore là, nommer le vice-président, de telle façon que celui-ci commence à exercer la plénitude des pouvoirs, en sachant qu'à tout moment, et bien sûr, Paul Biya, qui est désormais en résidence surveillée et médicalisée, rendra l'âme, et que la plénitude du pouvoir échira à son fils. Ils ont donc décidé, quelque part, d'inverser la stratégie. Est-ce que vous comprenez? Camerounais, Camerounais, Africains, Africains. Le Biya qu'ils ont amené là, ils ne pourront pas le garder longtemps sans nommer un vice-président. Ils vont devoir le nommer parce qu'en fait, dans l'idéal, ils pensaient pouvoir cacher le moment de sa mort, publier le décret en donnant l'impression que c'est Paul Biya lui-même qui l'a signé. Ils se rendent compte que ça va être difficile. Il vaut mieux publier le décret pendant que Paul Biya est encore relativement vivant pour qu'on dise que c'est lui qui a signé. Ce qui va donc provoquer le scénario que Paul Biya craint le plus, à savoir que la guerre successorale éclate devant lui, éclate pendant qu'il est encore vivant, éclate avec le risque que des soldats entrent dans sa chambre médicalisée en Ngomeka ou à Yaoundé pour le prendre et lui dire, à partir de cet instant, vous n'êtes plus le président de la République du Cameroun. Et le vice-président que vous avez nommé n'est pas non plus vice-président du Cameroun. Toutes les institutions sont dissoutes. Nous mettons en place une transition pour refonder le Cameroun. On entre là dans le triangle des Bermudes, du Game of Thrones au Cameroun. On entre dans le triangle des Bermudes, du Game of Thrones au Cameroun. Je le dis d'abord à mes camarades des Lions et Lions indomptables, de la libération panafricaine du Cameroun, l'ILIPAC, dont je suis le serviteur leader national. Il faut redoubler de pédagogie envers les Camerounais
pour leur expliquer ce qui se prépare là. Pourquoi cet individu à la main et au visage cadavérique est rentré. Maintenant, qu'est-ce que le peuple camerounais peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire dans cette situation? Mais le peuple camerounais et les forces de défense et de sécurité authentiquement patriotes, authentiquement panafricaines du Cameroun n'ont pas d'autre choix. Il faut empêcher que le Cameroun tombe sous le contrôle du clan des Bias. Il faut empêcher que Paul Biya organise la monarchisation et réussisse à monarchiser le Cameroun, comme il est en train de le faire. C'est la responsabilité du peuple camerounais, dans une mobilisation par millions, d'exiger un véritable changement politique. C'est la responsabilité des forces de défense et de sécurité d'empêcher la famille Biya de confisquer la présidence de la République du Cameroun par le manège que nous voyons. Il y a ici deux entités qui ont la responsabilité d'empêcher cela. Le peuple camerounais, véritable souverain, et les forces de défense et de sécurité qui, pour une fois au Cameroun, doivent se mettre au service du souverain, c'est-à-dire le peuple. Il faut absolument empêcher la monarchisation du Cameroun. Il faut empêcher les deux plans de Biya de se mettre en place. Le plan de succession post-mortem ou le plan de succession antemortem. Plan de succession post-mortem. Je meurs d'abord. On fait comme si je n'étais pas mort. On publie le décret de nomination de Franck. Franck se met à exercer la réalité du pouvoir et organise mes obsèques nationales. Plan de nomination antemortem. Je ne suis pas encore mort. On publie le décret de nomination de Franck. Et puis, à tout moment, quand je meurs, Franck organise mes obsèques nationales. Les deux plans-là, les Camerounais et les forces de défense et de sécurité du Cameroun ont la responsabilité de les empêcher. Parce que ces deux plans vont conduire le pays vers une autodestruction totale. Le clan des Bias a montré son incapacité à gouverner le Cameroun dans l'intérêt du Cameroun. Le peuple camerounais n'a aucun intérêt à laisser la famille Biya confisquer le pouvoir. L'armée camerounaise n'a aucun intérêt à laisser la famille Biya confisquer le pouvoir. Ça fait deux entités qui ont intérêt à ce que la famille Biya ne confisque pas le pouvoir. Le peuple et l'armée.